Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Après de nombreux reports, l'examen du projet de loi immigration et asile a enfin débuté hier au Sénat sous les protestations de plusieurs associations réunies devant le Palais du Luxembourg. Le texte ne fait évidemment pas l'unanimité. Il prévoit, selon Gérald Darmanin, un volet répressif pour être dur avec les étrangers délinquants et un volet intégration pour les gens qui travaillent. Un entre-deux qui ne satisfait pas les partis d'opposition, en particulier la droite, qui brandit l'étendard d'un chaos migratoire. Mais quelle est actuellement la situation réelle de la France? Que contient ce projet de loi? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Didier Lesky. Bonjour. Bonjour. Didier Lesky, vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous avez notamment publié ce grand dérangement, l'immigration en face, aux éditions Gallimard. Je crois que ce n'est pas le premier projet de loi relatif à l'immigration que notre pays connaît. Vous en avez connu vous-même un certain nombre. Qu'est-ce que celui-ci contient de véritablement nouveau? On peut dire que ce qu'il contient de nouveau, c'est deux choses. D'abord, peut-être une attention plus grande sur la question de l'intégration, avec du reste tout ce débat autour de l'article 3 qui est une volonté de renouer sur la question du travail, enfin renouer entre le lien immigration de travail et des sanctions renforcées. C'est la partie pénale qui est résumée par le ministre de l'Intérieur par être méchant avec les méchants, c'est-à-dire le renforcement des sanctions contre les marchands de sommeil, contre les employeurs qui indélicats, qui ne déclarent pas leurs salariés ou qui les font travailler de manière indue, et puis je dirais toute une série de dispositions concernant l'asile qui visent à accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile, ce qui a déjà été fait puisqu'aujourd'hui la France est un des pays d'Europe où l'examen des demandes d'asile en première instance est sans doute le plus court. On est autour de 4 mois, mais l'idée est de raccourcir encore ces délais en tenant compte des délais beaucoup plus longs qui sont ceux de la Cour nationale du droit d'asile, hein, qui sont des délais de recours qui peuvent amener les personnes à attendre, je dirais, 18 mois, 2 ans, une décision définitive d'acceptation ou de refus de leur demande d'asile. En gros, c'est ça, si j'ose dire, l'élément nouveau. Alors, après, ce qui fait polémique, je dirais, est-ce qu'il y a un consensus possible ? On le sait maintenant, il y a toute cette discussion autour de la régularisation des personnes qui travaillent ou qui travailleraient dans des métiers dits en tension, on pourra y revenir. Et puis il y a la discussion autour justement de l'asile avec la décentralisation de l'OFPRA qui est proposée dans des structures qui s'appellent... Alors ça justement, il faut que vous nous expliquiez puisque c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre de l'extérieur, Didier Lesky. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un arrive en France et veut déposer l'asile, il va dans ce qui s'appelle un guichet unique de demandeurs d'asile, qui sont donc des bureaux où il y a à la fois l'agent de la préfecture qui va enregistrer la personne, et puis l'agent de l'OFII qui va examiner sa situation personnelle, ses éventuelles vulnérabilités, et qui va lui délivrer, qui va lui ouvrir les droits à l'allocation pour demandeurs d'asile et l'orienter vers un hébergement. Aujourd'hui, on a 110 000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile à travers la France. Et donc, ça, c'est la première étape. Et puis, il y avait une deuxième étape qui était l'envoi de la demande d'introduction à l'OFPRA, si vous voulez. Et donc, l'idée du texte, c'est de mettre à la fin de l'agent de la préfecture, de l'agent de l'OFII, un agent de l'OFPRA qui commencera à examiner la procédure d'asile au sens où il enregistrera la personne, vérifiera la langue dans laquelle il veut être auditionné. Et puis la deuxième chose en ce qui concerne l'asile, c'est l'idée que la Cour nationale du droit d'asile devrait être décentralisée, c'est-à-dire rapprochée de celui qui fait un recours et donc avoir des antennes dans un certain nombre de villes de France plutôt que d'être centralisé aujourd'hui à Montreuil, ce qui oblige les personnes, quel que soit le lieu d'hébergement de l'OFII, puisque les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est plus de 1000 établissements à travers la France, et bien d'aller jusqu'à Montreuil pour ce recours. Didier Lesky, si on essaye de quantifier les choses et de les observer de manière rationnelle, puisque bien souvent la question migratoire n'est pas observée de manière rationnelle, si l'on prend ce que dit l'INSEE, petit à petit, la part des immigrés dans la population française a
progressé. On était à 5% d'immigrés en 1946, 7% en 75, 8% en 2006. Aujourd'hui, on est aux environs de 10%. Si on compare cette situation avec celle des autres pays européens, que peut-on dire sur cette situation donc de la France avec cette composition migratoire de la population? D'abord, on pourrait partir justement de l'Union européenne, qui est un espace, si vous voulez, qui a vu sa part d'immigrés dans l'ensemble de la population considérablement augmenter. Dans cette augmentation, eh bien, il y a des pays qui ont plus augmenté que d'autres, et la France ne fait pas partie de cela, puisque aujourd'hui, c'est effectivement aux alentours de 10-11% d'immigrés dans la population, mais avec une forte accélération depuis le début du siècle, c'est-à-dire depuis 2000, on était, comme vous l'avez dit, à 7%. On est aujourd'hui aux alentours de 11%, un peu moins de 11%. La Suède, dans le même temps, est passée de 10 à 20%. La particularité de l'Union européenne, c'est justement cette poussée de personnes qui viennent dans des conditions, je dirais, différentes en termes de droits. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont un droit au séjour. C'est ce qu'on appelle l'immigration familiale. La France, c'était l'année dernière 90 000 titres de séjour au titre de l'immigration familiale. Il y a les étudiants, 108 000 l'année dernière en France. Et puis, il y a une immigration de travail qui existe en France de plus en plus, enfin, qui revient de plus en plus en France. 52 000 titres de séjour au titre du travail l'année dernière. Et un certain nombre de pays d'Europe ont une immigration de travail beaucoup plus forte que la France. Voilà, c'est ça un peu la réalité. Il y a plus d'immigrés en proportion dans la population européenne qu'il n'y en a, par exemple, en Amérique latine ou en Afrique. Alors, si je reprends toujours les chiffres de l'INSEE, Didier Lesky, la France est le 3e pays ayant accueilli le plus de nouveaux immigrants en 2021, derrière l'Allemagne et l'Espagne. Oui, derrière l'Allemagne et l'Espagne, à ceci près que en Espagne, et on l'oublie souvent, le 3e gros groupe de demandeurs d'asile et de pression migratoire dans l'Union européenne cette année, comme du reste l'année dernière, ce sont les latino-américains, les vénézuéliens et les colombiens, qui viennent en particulier en Espagne parce qu'ils peuvent rentrer sans visa. Mais le principal pays d'accueil ces dernières années, c'était, on le sait, la Suède, en partie le Danemark, bien sûr l'Allemagne considérablement et encore aujourd'hui, et puis la France qui est en nombre aujourd'hui le 2e pays ou le 3e pays de la demande d'asile avec justement l'Espagne. Mais la particularité de l'Espagne, c'est qu'une partie de ceux qui y arrivent n'y restent pas et vont, je dirais, plus au nord. Il faut pas oublier que les premières nationalités qui traversent la Méditerranée du côté de l'Espagne au péril de leur vie aujourd'hui, il y en a près de 40 000 depuis le début de l'année, ce sont d'abord les Marocains. Il y a près disons, aux alentours de 18 000 Marocains qui ont traversé la Méditerranée. Puis après, la deuxième nationalité, ce sont les Algériens. Et puis après, on a les subsahariens qui arrivent. Ça, c'est je dirais, ce qui est le plus démonstratif et malheureux. Et contrairement aux latino-américains qui peuvent venir par avion. Alors, justement, est-ce que cette provenance, puisque donc on a parlé cette fois-ci de la situation vue de l'Europe, vue de ces pays d'où sont originaires ces immigrés qui viennent en France, y a-t-il eu une évolution? Quelles sont les évolutions observables? Quelle est la situation actuelle, Didier Lesky, notamment pour ces personnes qui attendent une régularisation éventuelle? Alors, d'abord, chaque pays a une histoire d'immigration qui est liée en partie à son passé et puis à des communautés déjà installées. La France a de ce point de vue-là un profil un peu particulier puisque à partir de la fin des années 80, la majorité des immigrés en France viennent du continent africain ou du sud du monde, si vous voulez, alors qu'avant, on avait une majorité de personnes qui venaient de l'Europe du Sud, italiens, portugais, espagnols. Il y a là un basculement. C'est une des spécificités françaises d'avoir une part d'immigrés plus importante nés en dehors de l'Union européenne que d'autres pays. Et du reste, ça a un effet sur le type de profil et en termes, par exemple, de formation. Quand on vient de pays qui sont déstructurés depuis très longtemps, eh bien, on a une part de l'immigration qui est moins formée que la moyenne de ceux qu'on peut trouver dans les autres pays de l'OCDE. Donc nous, on a les Maghrébins, les subsahariens, on a en ce moment une poussée turque importante, on a aussi depuis plusieurs années... Comment expliquer cette poussée turque ?
Je pense que c'est la situation économique en Turquie, puisque un des problèmes qu'a l'Union européenne et qu'a en partie la France, c'est que beaucoup de ceux qui s'inscrivent dans la demande d'asile ne sont pas acceptés parce qu'ils ne relèvent pas d'un besoin de protection au sens de la Convention de Genève de 1951. Ce sont des migrants économiques. Je vous ai parlé tout à l'heure des Marocains ou des Algériens, mais les premières nationalités qui débarquent en Italie, ce sont les Ivoiriens, les Guinéens, les Tunisiens en troisième nationalité, puis après les Bangladais, les Égyptiens, et c'est de la migration économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelques personnes, qu'il n'y ait pas des problèmes particuliers, mais c'est ça la difficulté, et c'est ça qui fait, je dirais, les sans-papiers, puisque une partie de ceux qui s'inscrivent dans l'asile n'auront pas leur titre de séjour au titre de l'asile. Mais alors là aussi, c'est une catégorie plus complexe qu'il n'y paraît, Didier Lesky, puisque si on prend par exemple les Afghans, on évoquait hier dans les enjeux internationaux la situation des Afghans au Pakistan, puisque le Pakistan a aujourd'hui pour projet de chasser 1,7 million d'Afghans qui sont pour certains d'ailleurs nés au Pakistan. Et il y a aujourd'hui une situation telle en Afghanistan que toute personne peut considérer y voir sa vie menacée. Aujourd'hui, les Afghans, par exemple, qui sont en France, quelle est leur situation, quelles sont leurs possibilités ou leurs perspectives? Alors, en France, les Afghans sont beaucoup protégés par rapport en comparaison à d'autres pays. Et la France a maintenu un taux de protection, comme on dit, extrêmement élevé pour les Afghans, avec la particularité en ce qui concerne les Afghans, c'est que c'est essentiellement une population masculine. On a très peu de femmes qui sont arrivées jusqu'ici, si ce n'est celles dont on a organisé la venue à travers des opérations particulières après le 15 août 2021. Et on est dans une forme d'immigration qui n'est pas ou qui n'est que marginalement, je dirais idéologiquement hostile aux talibans. C'est sans doute plus une immigration économique, et c'est ce qui fait un peu cette particularité peut-être non mixte de cette immigration de demande d'asile. Voilà. Mais nous, notre demande d'asile, elle est bien sûr marquée par les Afghans, mais par exemple, nous avons très peu de Syriens qui arrivent en France. On a 30 000 Syriens aujourd'hui. Pourquoi ? Protégés en France, parce que ça renvoie à ce que je vous disais sur les histoires migratoires. Les Syriens vont plus vers les pays de langue germanique ou d'Europe du Nord depuis plus longtemps, et puis parce que les liens historiques sont sans doute plus forts. Didier Lesky, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous publiez ce grand dérangement, l'immigration en face. C'est aux éditions Gallimard. Vous serez rejoint par Ekram Boutan, qui est économiste spécialiste des questions liées aux migrations internationales et chercheuse associée à l'école d'économie de Paris. Elle travaille notamment sur les flux migratoires et leurs effets sur l'économie. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous continuons d'évoquer ce projet de loi relatif à l'immigration dont vous venez de parler, Jean Lémarie, puisqu'il y a une dimension politique très importante. Nous sommes en compagnie de Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous avez notamment publié le grand dérangement, l'immigration en face, aux éditions Gallimard. Et nous accueillons Ekram Boutan. Bonjour, vous êtes économiste, spécialiste des questions liées aux migrations internationales, chercheuse associée à l'école d'économie de Paris. Vous travaillez notamment sur les flux migratoires et leurs effets sur l'économie. Justement, votre regard par rapport à ce que mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer à cette immigration de travail. Alors ça reflète parfaitement, bonjour d'abord, donc merci pour l'invitation, ça reflète parfaitement cette déconnexion entre le débat public et l'instrumentalisation de la question migratoire dans ce débat public et la réalité à la fois de la réalité migratoire et surtout la réalité du lien de l'immigration avec l'économie. Donc, comme vous l'avez bien souligné, on est dans une économie qui a des besoins de main-d'œuvre. Ces besoins de main-d'œuvre, ils existent dans les secteurs à faible qualification, pour des emplois à faible qualification, dans la restauration, hôtellerie, pour les ouvriers peu qualifiés de l'industrie agroalimentaire. Ils existent également pour des secteurs qui sont hautement qualifiés. Et on est dans un pays dans lequel, effectivement, on a mis l'accent sur une politique migratoire sélective, où on a créé des voies de migration pour la migration qualifiée, et on n'arrive pas à assumer, sur les dernières années, sur les dernières décennies, une politique d'immigration qui répondrait aux
aussi aux besoins des secteurs en tension qui ne nécessitent pas nécessairement une très haute qualification. Revenons sur ces emplois-là. Certes, ces emplois qui sont assez particuliers, c'est pas nécessairement des emplois qui sont... Pourquoi ils sont pas occupés par les Français ou par d'autres personnes sur le marché du travail? C'est simplement, effectivement, généralement, c'est des emplois d'entrée sur le marché du travail qui ont des conditions de travail qui ne sont pas nécessairement les plus faciles. Ils sont rémunérés au salaire minimum et ils sont caractérisés par des contrats courts, des emplois précaires, donc qui évoluent en fonction de la conjoncture. Donc, c'est des emplois qui disparaissent lorsque l'économie ne va pas bien et des emplois où on a beaucoup de demandes lorsque l'économie va bien. Et donc, quand vous avez le choix, quand vous êtes résident régulier en France ou quand vous êtes français, vous avez le choix dans une palette de métiers importante dans un marché en tension. Vous allez choisir plutôt un emploi plus stable avec des conditions de travail qui sont plus faciles. Les personnes immigrées, effectivement, cherchent à s'insérer rapidement sur le marché du travail et donc ils vont occuper ces emplois parce que ce sont des emplois qui sont des emplois d'entrée sur le marché du travail. Et ce sont des emplois qui sont nécessaires pour l'économie. Donc on a besoin de ces emplois. En fait, on a besoin d'agents d'entretien pour faire fonctionner un hôpital. On n'a pas besoin que de médecins. Et donc c'est ça la réalité, une réalité qui est très complexe, dans laquelle, effectivement, les liens entre l'économie et l'immigration ne sont pas aussi évidents qu'on l'entend dans le débat public. On a besoin d'une immigration. On a besoin d'une immigration au sens large, notamment pour répondre aux besoins du marché du travail. Et c'est vrai qu'on remarque que ce débat politique aujourd'hui se cristallise effectivement sur des questions qui ne sont pas nécessairement pertinentes, au moins d'un point de vue économique. Mais alors, ce qui est étonnant, Ekram Bhuptan, je ne sais pas si vous voulez parler politique, mais tous les commentaires qui sont aujourd'hui dans la presse, je prends Le Monde par exemple, aujourd'hui celui-ci insiste sur le fait que ce projet de loi, son évolution, tend à droite. Donc s'il tend à droite, et c'est en réalité difficile à interpréter, parce qu'il peut y avoir au moins deux droites. Il y a une droite qui est censée favoriser l'économie et qui considère que dès lors qu'il y a un besoin de main-d'œuvre, celui-ci doit être pourvu, et puis une autre droite qui considérerait qu'il faut limiter le flux migratoire qui est aujourd'hui trop important. C'est de quelle droite on parle aujourd'hui, si l'on considère donc qu'on a affaire ou bien à une droite qui s'intéresse à l'économie ou bien à une droite qui s'intéresse, je ne sais pas, à l'identité nationale par exemple? Alors si on considère que le discours de droite, c'est un discours dans lequel effectivement le principal objectif d'une politique d'immigration, c'est de réduire les flux migratoires, si on part de ce postulat-là, qui est un peu un discours qui est porté aujourd'hui par les Républicains, c'est complètement aberrant. Au sens où on est dans un monde mondialisé où les flux migratoires sont amenés plutôt à augmenter, dans l'absolu, parce qu'il y a plus de personnes qui sont en mobilité. C'est une tendance naturelle. Et on va avoir effectivement un discours dans lequel il faut réduire la migration. Donc oui, le sentiment qu'on a, c'était d'avoir un article 3 qui laissait effectivement la facilité, parce que la régularisation par le travail existe. Elle existe notamment en raison de la création de l'admission exceptionnelle au séjour et de mémoire. Je ne suis pas experte en politique, mais c'est la droite qui a introduit cette admission exceptionnelle au séjour, non? Avant la circulaire Valls. Non, Jean-Pierre Chevènement avait, dans la loi dite Reseda, introduit cette idée de la régularisation même automatique au bout de 10 ans, puisque c'est ce qui existe déjà dans la convention franco-algérienne. En fait, plus spécifiquement, c'est l'admission exceptionnelle au séjour en raison du travail. Et donc ça existait effectivement et donc cette partie-là, qui était la régularisation par le travail, qui était plutôt sur la question sur laquelle il y avait plus ou moins un consensus à gauche, on a l'impression que c'est en train de se restreindre pour partir effectivement sur une restriction des flux migratoires. Jean Lémarie. La question que vous posez, Guillaume, c'est de savoir si la droite, finalement, sur ce sujet, est en contradiction avec elle-même, au moins en partie. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui n'a cessé de pointer depuis des mois une contradiction, d'un côté des élus de droite, dans différents départements, qui demandent la régularisation de tel ou tel travailleur sans papier parce que l'économie locale en a besoin. Et puis d'un autre côté, un discours national des dirigeants des Républicains qui est à l'inverse, qui est beaucoup plus ferme et qui dit non, il ne faut pas de régularisation. C'est monté assez haut d'ailleurs, puisque Olivier Marleix, le patron du groupe républicain à l'Assemblée nationale, qui est dans une bataille très forte, très ferme avec Gérald Darmanin, a annoncé qu'il allait saisir la CNIL d'ailleurs, puisqu'il accuse ou il soupçonne le ministre de l'Intérieur de tenir un fichier de ces élus de droite qui demanderaient en sous-main des régularisations.
Didier Lesky, vous en pensez quoi? Alors, vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais malgré tout, sur ces questions partisanes, vous avez nécessairement une vision. Je ne sais pas si j'ai une vision partisane, mais moi j'ai... Non, j'ai pas dit que vous aviez une vision partisane. Oui. Non, mais deux choses. D'abord, c'est une discussion très technique. En réalité, la majorité des métiers en tension sont des métiers qualifiés. Et tu vois, c'est parce qu'on a besoin de travailleurs qualifiés qu'on a aujourd'hui une augmentation de l'immigration de travail légale, 52 000 titres de séjour l'année dernière. Et la deuxième chose, c'est que une partie des immigrés dont on parle sont ceux effectivement qui participent d'une évolution qui n'est pas forcément positive de ce qu'est le salariat avec ces métiers parcellisés. On a parlé d'ubérisation du salariat et qui aboutit aussi à ce que on ait des chiffres qui sont quand même à interroger sur le fait que par exemple 40% des immigrés nés en Afrique ont un niveau de vie inférieur au taux de pauvreté monétaire. C'est ça la réalité, alors qu'en même temps, effectivement, ils peuvent être dans des emplois qui sont fractionnés, on le sait. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur pourquoi un certain nombre de métiers sont pris par des travailleurs qui sont mis sous pression, sous soumission, je dirais, d'une organisation du travail qui n'est pas faite pour la vie bonne. C'est le problème, un des premiers problèmes, sachant qu'en même temps, on a des pays pour lequel on fait venir beaucoup de travailleurs qualifiés, je pense à la Tunisie ou le Maroc, les informaticiens, les médecins, avec une politique qu'on peut aussi interroger par exemple pour les médecins, puisqu'on les fait venir, on n'a pas payé leur formation, on les paye moins quand ils arrivent, c'est-à-dire qu'on pourrait même presque dire que c'est une politique post-coloniale qui à la fois affaiblit le pays de départ et qui vient ici combler l'impéritie. Mais je voudrais dire une deuxième chose, c'est que tous les pays d'Europe, aujourd'hui, ont une réflexion, une évolution législative. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et en particulier, cette évolution, elle vient de pays qui sont historiquement ceux de la social-démocratie. On peut penser à la Suède ou au Danemark. C'est parce qu'on a quand même un phénomène nouveau et massif, et en même temps, une crainte d'une partie des démunis d'être obligés d'accueillir de nouveaux démunis, et avec la crainte fondée ou infondée, que ça remette en cause des acquis sociaux. Comment l'économiste que vous êtes, Ekram Boubtan? Alors, le premier élément, je pense que c'est important pour le débat public de bien distinguer la liste des métiers en tension qui est utilisée pour autoriser ou pas les personnes à entrer sur le territoire au titre du travail et la situation économique plus largement, donc les tensions qui existent sur le marché du travail et les emplois disponibles. Donc lorsqu'on regarde les tensions sur le marché du travail dans leur ensemble, là, on voit que les tensions existent dans tous les secteurs. Ils existent pour des secteurs, pour les postes hautement qualifiés et aussi pour des postes qui sont peu qualifiés. Donc ça, c'est la première précision que j'aimerais souligner. Le deuxième, il ne faut pas non plus confondre les questions qui sont liées à l'évolution de notre économie et à la structure de notre économie. Oui, on vit dans une économie où on a des modes de vie qui sont un petit peu différents, qui font que on va au restaurant jusqu'à 22, 23 heures. Il y a des personnes qui vont dîner à 23 heures. On a aussi des modes de vie qui font effectivement que pour certains métiers, effectivement, ils ont un recours systématique à du temps partiel. Bien sûr qu'on aimerait bien que tout le monde travaille entre 9h et 18h, sauf que le fonctionnement de l'économie n'est pas de ce genre-là, qui fait que c'est plutôt le fonctionnement de l'économie qui crée ces emplois-là, qui crée une demande de travail pour ces emplois-là. L'offre de travail, elle viendrait des personnes immigrées simplement parce que c'est des emplois d'entrée sur le marché du travail. Ça venait aussi de nos étudiants, c'est-à-dire que pour les emplois d'agents d'entretien ou pour les emplois saisonniers, c'est aussi les étudiants. Donc je pense que c'est important aussi de ne pas avoir effectivement, c'est pas des emplois qui sont pris par les immigrés ou créés par les immigrés, c'est que c'est une évolution de l'économie qui fait qu'on a besoin de ces emplois-là, et si on en a besoin, c'est parce qu'ils sont complémentaires avec d'autres emplois. Troisième élément aussi qui me semble important, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est que oui, moi la tendance que j'observe à l'échelle européenne aujourd'hui, c'est que compte tenu du vieillissement du continent et compte tenu effectivement du besoin en main-d'œuvre du continent, on a besoin de rediscuter sur la migration, sur l'admission au séjour des populations extra-communautaires pour raison du travail. Ça veut dire accorder des titres de séjour en raison du travail. Et la tendance générale, effectivement, c'est plutôt, est-ce qu'on a besoin juste d'une immigration qualifiée? Et quels sont les rapports qu'on va avoir avec les pays d'origine et les pays de transit? Ou est-ce qu'aussi on a besoin d'une immigration peu qualifiée?
Ensuite, il y a un autre sujet qui est posé. Donc, on a l'immigration familiale. À un moment donné aussi, l'immigration familiale, c'est simplement un corollaire normal et naturel à l'immigration de travail, parce que comme tout et chacun, un travailleur immigré, il a le droit de vivre en famille. Et une bonne partie de cette migration familiale, c'est aussi des familles de Français. Les Français, ils sont libres de choisir leur conjoint, la nationalité de leur conjoint. Il y a le sujet des troubles effectivement qu'on observe dans le monde, qui fait que l'Europe, comme le reste du monde, ça a été souligné effectivement au début de l'émission tout à l'heure, on va recevoir plus de personnes qui sont déplacées par les conflits. Et donc plus de personnes qui sont à la recherche de protection. Donc il y a le sujet des demandeurs d'asile, et le dernier élément, qui effectivement qui est le sujet de tension à l'échelle européenne et qui expliquerait peut-être les restrictions en cours, ce sont les arrivées irrégulières aux frontières de l'Union européenne. Et oui, parce que ça, c'est l'autre question effectivement qui est posée, Didier Lesky. Il y a ce que l'on voudrait faire et ce que l'on arrive à faire. La question migratoire, elle est en partie une question que l'on peut maîtriser politiquement. Je dis en partie, puisqu'on voit bien que cette question migratoire, depuis déjà de nombreuses années, elle échappe complètement au volontarisme politique des pays européens. La migration... On peut le dire comme ça, vous êtes d'accord avec cette formulation ? Que ça échappe en grande partie oui et non, c'est-à-dire qu'il y a de l'immigration de droit et on peut plus ou moins la réguler, c'est-à-dire mettre des conditions plus ou moins fortes. Par exemple, nous, on utilise peu la langue pour accepter ou pas les personnes, même dans l'immigration familiale, alors que d'autres pays le font, demandent un préalable. Mais je veux dire que... Donc, alors ça, c'est pour une partie de ce que l'on peut faire, mais oui. L'autre partie de ce que l'on peut faire, elle concerne donc toutes ces personnes qui viennent en France, qui viennent en Europe et qui le font parce qu'ils sont poussés par différentes nécessités sans que la France ou les pays européens aient décidé donc de leur venue. C'est de cela dont vous parlez dans ce grand dérangement. Bien sûr, la difficulté de l'Union européenne ou la difficulté de nos États, en particulier des États sociaux, puisque historiquement l'Europe c'est plutôt ça, c'est que en même temps on a une arrivée légale qui est importante et de plus en plus importante, vous l'avez dit, en ce qui concerne les chiffres, et en même temps une arrivée illégale qui est la projection d'un chaos du monde qui n'est pas simplement celui de la guerre, mais qui est aussi lié aux écarts sociaux, économiques. À des facteurs complexes dont on a parlé dans cette première partie, et qui sont particulièrement visibles en France, puisque toute la question et toute la crainte, c'est de savoir si les pays de l'Union européenne ou les pays développés, je dirais, du nord du monde, peuvent assumer à eux seuls l'ensemble de ceux qui s'estiment à tort ou à raison, eh bien, les perdants de développement économique inégaux. Mais si je voulais être provocateur, je vous demanderais si on a le choix. Je veux dire, ces gens-là sont ici. Quand on écoute, par exemple, les reportages qui sont faits à Menton, à la frontière italienne, on voit des gens qui vont tenter une fois, 2 fois, 15 fois le passage, et donc qui parviendront à arriver sur le territoire français. Autrement dit, qu'est-ce qui est possible de proposer à ces gens, puisque de toute façon, ils arriveront en France? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, il faut les accueillir, je dirais, humainement, dignement, mais ce qui ne veut pas dire, après, que dans les opérations de régularisation des flux, on ne soit pas amené à proposer une reconduite ou à imposer une reconduite vers les pays d'origine. Mais je crois que plus profondément, c'est vrai que ce que l'immigration interroge aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut comme mode de développement de nos sociétés? C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte, par exemple, cette idée que une partie de l'emploi sera complètement parcellisée avec, je dirais, une classe dominante qui va au restaurant jusqu'à minuit et qui, pour ça, bénéficie de personnes qui sont obligées de se loger à 50 km de Paris, parce qu'aujourd'hui, se loger dans Paris, c'est extrêmement difficile, parce que un des aspects révélateurs de l'immigration au sens de la crise sociale profonde, c'est par exemple le coût du logement. Ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est que est-ce qu'on peut se satisfaire de l'écroulement des pays du Sud en n'étant pas un peu plus exigeant vis-à-vis de leur classe politique? Parce que on a affaire, par exemple, à la Tunisie ou au Maroc. Je disais que le Maroc, c'était la majorité des passages en Méditerranée occidentale. Mais pourtant, ce n'est pas un pays qui s'écroule. C'est pas un pays qui s'écroule, mais c'est un pays où les écarts sociaux entre les très riches et les très pauvres, eh bien, sont accentués par le fait qu'on a une élite dominante qui veut des visas pour venir en France, mais qui s'intéresse peu peut-être à la situation de ces pauvres. Ekram Boubtane, vous qui êtes économiste, vous en pensez quoi? Je vous ai vu faire la grimace. Simplement parce que je trouve que
on est sur un sujet qui est extrêmement complexe et c'est vrai que dans les personnes qui sont déplacées dans le monde, ils ne sont pas tous déplacés que pour des raisons économiques. Les raisons de déplacement sont assez complexes et que une bonne partie... Vous pensez à quoi en particulier? Je ne sais pas, typiquement les Afghans, effectivement, qui sont déplacés par la guerre, et vous l'avez évoqué notamment hier à la matinale, le plus d'1 million d'Afghans qui sont déplacés au Pakistan. La question qui se pose, c'est qu'on a des déplacements de population aussi qui sont déplacés soit par des conflits, soit par des aléas climatiques, et ces personnes-là sont généralement, principalement déplacées dans le sud, et c'est un peu naturel, c'est un peu normal qu'il y a plus de personnes qui aspirent aussi à améliorer leur niveau de vie et qui essayent d'arriver en Europe. Moi, ce que j'observe avec l'augmentation des arrivées irrégulières aux frontières, c'est que la politique de sécurisation des frontières ne fonctionne pas. Simplement parce que on peut pas simplement dire qu'on est éloigné des parties du monde où il y a des conflits et de considérer effectivement que la sécurisation des frontières va régler le problème. Jean Lémarie. Didier Lesky parlait de la réalité de certains métiers aujourd'hui, de la réalité de certains travailleurs qui doivent habiter très loin d'emplois, qui peuvent les entraîner très tard, parfois à une heure où il n'y a plus de transport, c'est très compliqué, mais c'est extrêmement concret. En vous écoutant tous les deux, je me pose une question. La priorité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Changer la politique migratoire ou changer la manière dont le travail fonctionne dans ce pays, dans nos pays européens? Ikram Boubtane. Je pense effectivement qu'on a besoin d'avoir une réflexion sur l'évolution de notre économie, sur les métiers de notre économie, parce qu'il ne s'agit pas que des métiers dans la restauration. Prenons une question qui est plus présente et qui est plus préoccupante dans le débat public aujourd'hui, le vieillissement de la population et l'augmentation de nombre de personnes effectivement âgées, dépendantes. Avec le prolongement du niveau de vie, on a besoin d'une prise en charge plus importante des personnes et pas nécessairement dans des établissements qui sont médicalisés et aussi à domicile. Donc on a besoin aussi d'assistantes à domicile. On a besoin, en fait, il y a la palette de ces métiers-là relativement faiblement qualifiés avec des horaires fractionnés, elle est beaucoup plus large. Et donc le sujet effectivement qui est posé, ça va être structure du marché du travail. Donc, il y a un sujet sur le marché du travail et le fonctionnement du marché du travail. Il y a un sujet migration. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on mélange les deux. Et donc, non, c'est pas un sujet de politique d'immigration. Ça serait éventuellement un sujet marché du travail. Sauf que les mutations du marché du travail, c'est des mutations de long terme, de moyen terme. C'est une évolution sociétale. Et on répond pas, effectivement, c'est pas une politique d'immigration qui va y répondre. La politique d'immigration, et notamment l'immigration de travail, répond à un constat ou une situation observée. Et la situation observée aujourd'hui, c'est qu'on a des besoins. Et ces besoins, effectivement, on peut après dire aux personnes qui ont besoin d'une aide à domicile pour la prise en charge de leurs parents, on peut leur dire, attendez, on va réfléchir sur la mutation du marché du travail avant que vous trouviez une personne à employer. Didier Lesky. Bien sûr, il y a une immigration de travail qui est très forte. C'est la particularité de l'Union européenne et on le sait. Et on l'a vu, par exemple, au moment de la crise ukrainienne. On s'est aperçu qu'il y avait des centaines de milliers d'Ukrainiennes, en particulier en Italie, en Espagne, au Portugal, justement pour les aides à la personne ou d'autres choses. La difficulté, c'est qu'en même temps qu'on a une forte poussée de l'immigration légale, on a une forte poussée de l'immigration illégale. Et c'est l'articulation entre les deux qui est complexe. Parce que, par exemple, depuis le début de l'année, si je prends l'immigration qui a déposé une demande d'asile, mais qui en réalité est rentrée par nécessité, pour des raisons soit de guerre, soit autres. On a effectivement les Syriens, et là on comprend c'est la guerre. On a les Afghans, on peut comprendre aussi, voilà. Mais après, on a les Turcs, 70 000, plus de 70 000 Turcs depuis le début de l'année. Et puis, les Vénézuéliens, plus de 54 000. Et les Colombiens, plus de 51 000. On comprend aussi. On comprend parfaitement. Mais c'est pas la guerre. On comprend quoi? On comprend que c'est la situation économique du Venezuela. La Colombie... qu'on n'a pas envie de vivre oui, je suis forcément dans ce pays. Mais vous n'avez pas envie de vivre forcément dans ce pays pour des raisons liées... politico-économiques, disons. Bien sûr. Mais est-ce que ça relève de la Convention de Genève? Voilà. Et là est la question. Vous prenez, je reprends ceux qui passent en Italie. C'est d'abord quoi? Des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est un développement économique important. C'est la première nationalité qui arrive. Les Guinéens, on comprend, mais c'est pas exactement la guerre. Les Tunisiens, on comprend, mais c'est pas exactement la guerre. Et donc, toute la question, c'est comment on articule l'immigration légale qui devient de plus en plus importante avec l'immigration illégale. Et c'est ça la tension sociale et économique. Un mot de conclusion, Ikram Boubtane. Rapidement, parce qu'en fait, on ne peut pas déterminer à partir de la nationalité de la personne. Donc, pour les Syriens, les Somaliens ou pour les régions qui sont au conflit, c'est plus
évident, effectivement, la question du droit d'asile, mais pour les autres personnes, effectivement, tant qu'on n'a pas instruit la demande d'asile pour savoir s'il n'y a pas une raison de persécution personnelle, on ne peut pas préjuger de la pertinence ou pas de la demande d'asile. Et donc, on ne peut pas simplement dire que ces personnes-là n'ont pas nécessairement le droit de demander l'asile. Non, après, c'est à l'OFPRA forcément. L'OFPRA, après, on a les chiffres de l'OFPRA. On sait que les Turcs sont très peu protégés au titre de l'asile. Il y en a qui méritent cette protection, mais c'est pas la masse. Les Tunisiens relèvent pas de l'asile au sens de la Convention Il y a très de peu de Tunisiens qui demandent l'asile, à ma connaissance. Les Turcs, c'est une tendance relativement récente qui est liée notamment aux troubles en Turquie et la persécution surtout des intellectuels turcs qui sont présents en Turquie. Non. Ekram Boubtan, économiste spécialiste des questions liées aux migrations internationales. Didier Lesky, ce grand dérangement de l'immigration en face aux éditions Gallimard.